Les enfants, donc on va parler avec Hubert Walter, le maire de Reichshofen. Alors, moi, il y a quelques semaines, je ne savais même pas prononcer le mot de cette ville. Hein. Mais il y a du progrès. Hein. Il y a du progrès quand même. On est tout à l'heure sur le marché de Noël. Comment on le dit avec l'accent alsacien? Reichshofen. Ah, Reichshofen. Ah oui, ça n'a rien à voir avec Reichshofen. Oui, mais alors, si on cherche à lire le nom de la ville, on est mort. Non, il ne faut pas. Ah bon? Reichshofen et voilà. Belle petite bourg centre, un beau centre, situé donc dans l'Alsace du Nord. Chef-lieu de canton, et puis on est dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, et donc la commune la plus importante de ce parc, une communauté de communes, et puis donc de ce parti de l'Alsace. Oui, parce qu'on est quoi, à 30 km d'Agneau, On est en bord de Strasbourg, 50 km de Strasbourg, 20 km de Agneau, et donc voilà, on est à la frontière, comme on dit chez nous, avec Moselle, qui va dire notre fort, parce qu'on parle d'anciens Mosellans, parfois il y a eu des soucis. vous n'entendez pas quand même. Ah si, très bien, puisqu'il y a beaucoup de monde de la Moselle proche qui vient nous voir ici. Alors on a nos commerces, même pour notre marché de Noël, parce que voilà, d'ici là, il n'y a pas autre chose sur la route. Alors là, on a un public qui nous attend très chaleureusement derrière. D'ailleurs, faites du bruit, cher public, hein, pour vous entendre aussi à la radio. On va même vous voir. Regardez, ils sont derrière. Alors là, il est juste 15h, on démarre l'émission. Ils sortent de table, certainement. Il y a la digestion qui s'opère un peu. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas mangé. Hein. Donc tout va bien. Et puis alors après, à 17h, il y aura une petite démonstration par les patineurs de Toulouse qui nous font l'amitié de venir nous voir, qui ont moins de difficultés à patiner sur une surface de patinoire comme celle-ci. Alors, justement, pourquoi avoir voulu, parce que votre marché de Noël, ça fait quand même quelques années. Ça fait quelques années qu'on a ce marché de Noël, qui est d'abord situé effectivement ici autour de la place de l'église, et que depuis 4 ans maintenant, nous avons délocalisé dans le cours des Paneurs, dans le parc de l'île. Et en délocalisant, on souhaitait donner un autre souffle d'écoulement à ce marché de Noël avec une attraction, et donc on a pris contact avec cette place qui nous a mis à disposition. Vous avez des propositions, donc une petite patinoire, c'est vrai qu'elle n'est pas très grande, mais elle fait le bonheur des enfants, puisque depuis 4 ans, on renouvelle l'opération, et c'est un peu le point d'entrée du marché de Noël, si on veut. Et ça permet aussi de montrer d'autres sports que nous-mêmes, sur notre territoire, nous ne pouvons pas pratiquer. D'ailleurs, c'est quoi les autres sports sur votre Chez nous, territoire? on a du foot, on a du basket, on a du tennis, on a du bol, voilà, il y a plein de sports collectifs, aussi individuels, que ce soit en gymnastique Et alors, la patinoire, vous n'avez pas des demandes des gens qui vous demandent de la mettre un peu plus grande chaque année? Après, c'est une question de finance. Après, c'est des questions de finance. Quand on peut faire passer la cagnotte, et puis on peut passer le chapeau, et puis si on récolte avec plus d'argent, on mettra une patinoire. En plus, on va demander une ristourne à M. Aubertin, là, ça peut me faire peut-être. Plus que le 6-0 des cotiques, moi je peux te dire. Non, on plaisante, mais... Je sais qu'il nous écoute, Philippe Aubertin, là, il est du côté de Strasbourg, parce qu'il y a le Sofitel qui a mis aussi une patinoire aussi grande que la vôtre qui vend dans son genre. Chez Sofitel, je suis content d'une patinoire comme un autre, c'est pas mal. Oui, mais ça place quand même Sofitel, c'est pas une petite marque. Oui, ça veut dire qu'ils auraient pu mettre plus grand, et je pense que c'est plus un problème d'espace, de mise à nous aussi, hein, parce que vu la configuration ici, c'est difficile d'en mettre plus grand, changer de... sinon, on en met un petit bout dans la mairie. La mairie, c'est l'église ici. On met un petit bout dans l'église, on fait un petit tour à l'église. Je ne l'ai pas conseillé dans les temps qui courent. Bon, les garçons, vous avez des questions à poser à M. le maire ou pas? Mr. Hawaii, est-ce qu'il a travaillé un petit peu le portrait de Hubert? Alors, écoute, oui, on peut dire quelques mots au sujet de Hubert Walter, qui n'est pas effectivement ce personnage né en 1160, qui était un ecclésiastique de la politique anglaise, qui est devenu auprès du roi Henri II d'Angleterre, le baron de l'échiquier. Donc, Hubert Walter est bien le maire de la ville de Reichshofen depuis le 18 mai 2020. Il a pris ses fonctions le 31 mai 2020 et s'achèvera aux élections municipales en 26. Il brille à un nouveau mandat. Donc aujourd'hui, 68 ans, de l'âge, Hubert Walter avait un métier qui est catégorisé comme professeur scientifique. En fait, c'est un peu dire, monsieur le maire. Je crois que vous étiez professeur de religion. Tout à fait. Avant d'entrer en politique. Même pendant. Ok.
vous étiez vice-président de la fédération des MJC, fondée il y a 25 ans, à un réseau d'animation intercommunale. Voilà, vous avez donc une profonde fibre, on peut dire, associative et un goût pour la collégialité. Tout à fait. Donc vous êtes un maire qui vous est sur le dynamisme du centre-ville, un développement durable, et vous viendez devant de nombreux récepteurs qui sont venus profiter d'un moment de convivialité et de partage. Vous avez voulu donc débuter cette année par une traditionnelle cérémonie des vœux sur une scène décorée sur le thème de la nature et de la biodiversité. Ça, c'était en janvier dernier. Qu'est-ce que vous nous réservez cette année, monsieur le maire? Je réserve quelque chose, une surprise, et puis je ne vais pas la dévoiler. Je ne vais pas la dévoiler, puisque sinon ce n'est plus une surprise. Mais vous avez dit quelque chose de très très important, puisque c'est vrai que nous sommes tournés avec vers le développement durable, et nous avons un peu un slogan pour notre commune qui est une ville jardin. C'est-à-dire nous soignons beaucoup d'espaces verts, des circuits pédestres doux au cœur de la ville, avec décoration, avec fleurissement. Donc notre envie, c'est que tout le monde participe à embellir la ville de manière simple mais naturelle, en respectant la nature, en respectant, je dirais, les défis climatiques qui nous tombent dessus actuellement. Alors, est-ce que la présentation de Mr. Y était incomplète? Dans quel sens elle est incomplète? Mais je voyais froncer les sourcils en disant, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il y a la moitié des choses qui sont passées à place. Il a pris une partie de ma carrière, comme on dit, mais bon, je ne savais pas que c'était moi le centre de la... Vous êtes mon fil rouge, donc... D'accord. Bon, par contre, je pensais que vous aviez beaucoup moins que 68 ans. Vous êtes un 68 art. Voilà, un vrai 68 art. Un vrai 68 art, et puis je suis maire, effectivement, de la commune depuis 2001. Donc c'est encore très longtemps. C'est vrai qu'en 4 mois, on a pu faire des choses par rapport à l'embellissement, par rapport à l'aménagement de la ville, et surtout par rapport à la dynamique. Et ça, c'est important. Un passé associatif, effectivement, a été rappelé, et c'est quelque part marque de fabrique de la commune que nous essayons de développer. C'est qu'avec toutes les associations qui sont nombreuses, petites, on en a une tout à l'heure assez originale, je ne dévoile pas non plus la surprise. Nous essayons avec toutes ces associations de faire beaucoup de manifestations pour animer la ville et partager un peu notre convivialité avec l'ensemble des habitants, mais aussi avec l'ensemble du territoire. A priori, vous faites l'unanimité, puisque 4 mandats et vous en envoyez un autre. Non, monsieur le maire, parce que je voudrais juste éclaircir votre position. Vous avez été réélu en 2020 et il n'y a pas eu du tout de trou dans votre mandat depuis 2001 pour que oui, c'est remarquez ça sur Internet. Oui, c'est acquis, c'est déjà acquis. Et on est en campagne. Je n'étais pas en campagne. Désolé alors pour cette erreur. C'est vrai que quand j'ai fait des recherches, on vous met, vous êtes élu en 2020. Alors que, ça c'est Wikipédia, ils sont les conneries. Ils disent pas toujours la vérité. Mais par contre, j'aimerais bien que vous nous donniez quand même, vous me disiez ce qu'est la Castine dans votre ville. Oui, donc tout à l'heure on appellera le directeur de la Castine, effectivement. Donc c'est un centre culturel et c'est le seul cinéma, la seule salle du cinéma de l'Est du Nord. Et donc nous projetons les films nationaux à sortie plus 3 semaines maximum. Ouais, parce que je suis passé devant une affiche d'un film qui vient tout juste de sortir. Oui, non, on est là. Elle a trouvé plus rapidement que moi la vie. Le distributeur. Bon, maintenant tout se fait en réseau, c'est plus facile. Avant, il fallait que vous receviez la VHS, la bobine et tout ça pour pouvoir placer ça dans le cinéma. Téléchargement. C'est vrai que nous y tenons, cette Castine qui est un centre multimodal, puisqu'il n'y a pas seulement des prestations culturelles en spectacle ou cinéma, il y a aussi dans cette maison l'accueil de pas mal d'associations, danse classique, il y a les municipales, les chorales, d'autres débats. Bon, voilà, il y a d'autres. Combien de places on peut la salle de spectacle, c'est autour de 400 places. Voilà, c'est une salle idéale pour pouvoir venir jouer la pièce de théâtre qu'on fait avec Nelson à partir de janvier 25. Là, nous sommes en tournée dans toute la France. Ah ben, on discutait tout à l'heure avec le directeur, pourquoi pas. Avec plaisir, pour programmer ça.
On va même pas parler d'une programmation culturelle, parce qu'avec Nelson et moi, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, cette pièce, moi, je la catégorise comme une parodie autodérisoire. Voilà, ça nous laisse un sourire sur même. C'est déjà pas mal. Il m'a dit de en fait, moi je voulais ça, je voulais dézoomer, sauf que si Rémi va être en champion, c'est déjà ça. À la place, la caméra là. Oui, nous sommes dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, donc comme il y a 50 000 parcs en France, donc nous sommes un des plus anciens, puisque nous fêtons le 50e anniversaire cette année. Et donc c'est un parc naturel. Alors souvent quand on parle de parc naturel, on pense à une structure qui met sous cloche l'environnement. Alors c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout le cas, parce qu'on parle d'énergie végétale, on parle surtout de patrimoine culturel et autres, de l'activité économique, parce que dans un parc, il n'y a pas que des animaux ou de la biodiversité à défendre, mais aussi des habitants, leur savoir-faire, leur savoir-vivre, leur savoir-vivre. Mais justement, on en parlera tout à l'heure de tout ce qui se passe dans l'activité en fait, de la ville, hein, parce que moi, en arrivant dans la ville, j'ai pu voir un petit peu tout ce qui était en fabrication, tout ce qui était un peu actif autour et à l'intérieur de la ville, donc on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. En tous les cas, moi, ce que je tiens à dire, c'est que je suis arrivé il y a 1 heure ici. Il y avait juste 2 temps d'installer, il n'y avait rien à l'intérieur. Donc j'ai dit que j'étais un petit peu inquiet quand même. Il fallait avoir normalement une sono, des caméras, du courant. Et là, vous m'avez laissé tout seul pendant 10 minutes. Donc je commence à comprendre pourquoi M. Fer a été élu 4 fois. Mais il doit avoir beaucoup d'influence parce qu'en moins de 10 minutes, tout était installé. Elle a été faire un tour au centre. Ah ben, il y a des gens efficaces, et c'est ça d'être un chef de village. Au moins, tout le monde répond au doigt et au l'œil, et très rapidement, donc essayez de faire bien. On a même un retour écran géant pour que les gens puissent nous voir, et puis nous entendre surtout, ça c'est très important. Pendant que des gens commencent déjà à patiner sur la patinoire. Vous savez à peu près combien d'entrées cette patinoire a déjà faites, à partir de quand vous avez ouvert? Cette année, non. L'année dernière, on était à 7 000. 7 000 sur le mois d'ouverture. Sachant qu'on est limité, ici on peut mettre 40 personnes sur la piste. Non, même pas. On est 25-30 pour 1 heure. Ben, disons, c'est assez coulant, donc on n'est pas obligé de les faire descendre. D'accord, voilà. Les gens eux-mêmes, au bout d'1 heure, on dit, ben, voilà, on change, on revient demain, on revient le week-end après. Et ce sera ouvert d'ailleurs jusqu'au 5 janvier. Est-ce qu'il y a une progression dans le nombre de pratiquants patiniens? La première année, c'était un peu étonnant, une patinoire à Chopin, et là, on me la redemande, donc c'est pour ça qu'on le connaît tous les ans, au même endroit, et la même année. Alors il y a quelques temps, vous disiez tout à l'heure, vous aviez eu Brian Joubert l'année dernière. L'année dernière, il y avait le chouchou numéro 1 de Philippe Aubertin, moi je suis le chouchou numéro 2. Ah bon? Je ne vais pas rentrer dans le classement. Non, mais je n'ai pas demandé de vous prononcer, ça risquerait de foutre le bordel. Mais donc lui, il a patiné, il a fait une exhibition sur cette place. Une démonstration sur place, et puis après, il était avec les plus jeunes, il les a guidés, il les a entraînés un peu sur la glace. Ça c'est beaucoup, c'est bien apprécié, non? C'est très apprécié, et puis bon, de toute façon, dans une cité rurale telle qu'on était vivre, ben, c'est cette convivialité, cette proximité entre les gens, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est. Le principal, c'est qu'on puisse passer un petit moment ensemble et partager des choses, nos savoir-faire, nos savoir-être, voilà, ce qu'on est, tout simplement, tel qu'on est. Oui, Alain. Oui, monsieur le maire, moi je voudrais savoir, vous avez un passé riche sur le plan historique, avec quelques monuments, de 3 qui sont l'église Saint-Michel, le château de Dietrich et l'Altkirch. La vieille église française. Industriel, où se trouve le musée de Fer et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce musée? Ah, ça faisait partie de mes questions, Alain. Qu'est-ce qu'on y trouve dans la dernière question, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on y trouve dans le musée de Fer? Ah, le musée de Fer. Voilà. Déjà, le musée du Fer, j'ai vu la pancarte quand je suis arrivé. Alors, c'est vrai que c'est pas très sexy, hein, on fait un musée du Fer, mais comme dit, nous sommes quand même le berceau de l'usine de Dietrich, c'est-à-dire c'est l'époque moderne, c'est le 17e siècle, donc la famille de Dietrich c'était un salon local, et très vite sur HFM, ils ont une fonderie, c'est pour ça que... Le Dietrich et les chaudières et autres. Alors voilà, donc cette famille c'est très diversifié, donc
château aussi, hein, qui est le château de Dietrich. C'est très très diversifié. À un certain moment, il faisait des aménager, des chaudières, des appareils de voie, des trains. Et j'en occupe probablement, donc c'est quelque, je dirais, ça a été le poumon industriel de notre territoire. On est fiers, Chopin, d'avoir été au centre de ce développement. Bien sûr, toutes ces activités ont été reprises par d'autres structures aujourd'hui, d'autres entreprises, mais on continue à faire les mêmes activités sur notre territoire. Sachez par exemple que sur notre commune, tout emploi confondu, que ce soit industriel ou par rapport aux services, nous en sommes à plus de 3000 emplois sur notre commune, seulement communale, avec une population de 5500. On attire beaucoup de gens de l'extérieur pour gagner leur pain, pour avoir des emplois sur notre site. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai découvert en arrivant, parce que j'ai vu qu'il y avait une usine où on fabriquait donc, les wagons. C'est quoi? C'est les concurrents à Alstom? Tu m'avais expliqué tout à l'heure le cheminement du rachat, en fait. Voilà. Alors je laisserai tout à l'heure le nouveau directeur du site CAF, donc là, la CAF, la CAF, non, c'est pas la CAF. Ouais, c'est pour ça, c'est pas je voulais des précisions parce que moi j'ai lu sur ma fiche CAF, j'ai dit bon, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai que la population française connaît plus la CAF, mais elle connaît moins CAF. Moi à Paris on connaît bien. Donc voilà, donc le directeur que j'ai bien dit tout à l'heure, il en parlera mieux que moi. Et il est vrai que je n'ai pas terminé à répondre sur le musée du fer, donc c'est vrai que notre histoire elle est déjà gallo-romaine, elle est aussi médiévale, hein, puisqu'on avait le rempart, etc. Mais c'est surtout l'époque moderne, donc cette époque industrielle qui a été développée. C'est pour ça que je dirais le fond important de notre musée, c'est autour de ces usines de Dietrich, de la fonte et tout ce qui s'est passé. Alors, monsieur Bas, je suis très curieux, je pose des questions, puisque je suis l'histoire-là. Donc, je voudrais savoir, la bataille de Reichshoffen, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la bataille de Reichshoffen, c'est donc 1670-71, et c'est vrai que beaucoup d'entre nous connaissaient cette expression, c'était la bataille de Reichshoffen, c'était un soir. Alors, il est vrai qu'il y a eu des combats, non pas au niveau de ville de Reichshoffen, mais tout juste aux alentours, proche du Meurthe, et le siège, le commandement général du général Macron se trouvait effectivement au château de Dietrich, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, en 6 août, c'était une grosse défaite, hein, et pour ralentir l'avancée des Prussiens, le général Macron avait envoyé toute sa corps de cuirassiers pour Froschiller les Meurtres. Bon, ils ont été tous massacrés. Et le retour a été fait de la manière suivante. Les cavaliers sont revenus au château en disant voilà, c'est un tricot, comme on dit. Et donc la dépêche de la défaite est partie de la gare de Reichshoffen par le général Macron, et c'est pour ça que ça s'appelle la bataille de Reichshoffen. Voilà un petit peu d'histoire, Alain. Et on va pouvoir se la raconter auprès de Nelson Montfort. Je veux dire que on aurait pu l'emmener. Maintenant qu'il est à la retraite, j'ai des temps qui s'en aillent quand même après 92 ans de bons et loyaux services au sein de la France Télévisions, c'est peut-être temps qu'il change de crèmerie. Alors, on disait l'église là, c'est une des plus grands hauts clochers de la région. Donc l'église date de 1772, donc on a 200 ans d'écart avec l'église, en ce qui concerne. Un peu moins. Donc, effectivement, elle a un clocher, on disait toujours, l'année, je pense que c'est en 72, et le clocher à 72 mètres de haut. C'est pas tout à fait juste, c'est un peu moins que 70, mais ça en fait le troisième clocher du haut de l'Alsace, avec, je dirais, un casque pointu, un peu comme clocher. Et ça fait la fierté un peu de notre commune, parce qu'il est vrai que être vu un peu de tous les alentours, puisque la commune se trouve un peu dans une cuvette. Donc les gens qui arrivent sur Reichshoffen, forcément, le premier regard qu'ils ont, c'est notre église, notre clocher. C'est ce qui guide vers la ville. C'est ce qui guide vers la ville, et puis à partir de l'église, où nous trouvons effectivement, on peut se promener à 10 minutes de l'ensemble du centre-ville, quartier et autres. Donc ça permet effectivement d'avoir cette simplicité ici.
Bon, on va se quitter quelques minutes, on va mettre une petite musique, comme dirait notre ami Xavier. On va se poser une petite question pour une petite musique dans une petite ville de 5000 habitants qui commence à grossir quand même, ici à Reichshoffen. Moi je vous propose d'écouter Kenji Girac et Vianney, soprano, Je suis fou, parce que ça me caractérise bien, et puis je pense que vous aussi, monsieur le maire, c'est pas mal. Hein. Allez. Dans tous les cas, ça va déménager, c'est tranquille, et nous on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite derrière ça. Je pensais qu'ils étaient seuls, abandonnés là sur le sol. On peut changer tout ça, mais voilà. Bon appétit, merci. Je suis fou, on est fou de Reichshoffen aujourd'hui, de 15h à 17h, émission spéciale en direct sur iceradio.com. On vous invite, mesdames et messieurs, le public ici présent, qui n'est pas un public de patinage, puisque ça fait que 4 ans qu'il y a une patinoire qui débarque quelques semaines ici à Reichshoffen pendant les fêtes de Noël. Donc vous pouvez télécharger l'application iceradio.com et tous les mardis soirs, vous écoutez en direct, mais pas que. Tout au long de la journée, il y a aussi plein de chroniques sur le patinage, sur le hockey sur glace, sur le curling, sur le patinage de vitesse, sur le bobsleigh et la luge et le skeleton et toutes les autres activités liées au sport de glace. C'est pour ça que cette radio, on l'appelle 100% sport de glace. Voilà. Eh bien, écoutez, on parlait de tout à l'heure de... Alors, pas de la CAF, hein, parce qu'en fait, on met pas de pronom devant, on met juste CAF. C'est CAF. Alors, justement, on a donc le nouveau président, directeur du site de CAF Reichshoffen. Donc Julien Guilleret. Guilleret, ah oui, ça ira aussi. Julien, Julien, on va se tutoyer, ça va être très simple. Alors, CAF, qu'est-ce que ça veut dire CAF? CAF, c'est une entreprise espagnole en fait, qui a racheté le site de Reichshoffen il y a 2 ans et demi maintenant. Et ça veut dire en bon espagnol, un construcciones y auxiliar de ferrocarriles. On peut le refaire, mais plus doucement. Caramba! Ouais, ça veut dire construcciones y auxiliar de ferrocarriles. Riles, pardon, donc en gros, c'est des constructions d'équipements et de voyageurs ferroviaires. Donc on est plein dedans. On est plein dans la vie. Et comment, on va dire, des Espagnols sont arrivés ici en Alsace et être intéressés justement pour reprendre la construction des... Comment on appelle ça d'ailleurs? Des trains. Des trains, tout simplement. Ouais. En fait, sur le site de Reichshoffen, c'est un site qui est plus vieux que la majeure partie des bâtiments ici, puisqu'on a plus de 250 ans d'histoire. 767 la création du site. On a commencé par faire des boulots de canon, c'était le projet royal. Et après, sous la reine d'Autriche, il y a rapidement construit des équipements et des pièces qui servaient au monde ferroviaire. Et depuis ce temps-là, on fabrique des trains, on fait du TGV, on fait du corail. Oui, mais c'est ce que j'ai vu en arrivant, les trains pilotes qui ne sont même pas déballés encore au niveau de la transmission électrique. Exactement, on est... Ça fournit combien de trains à l'année, ça? Combien de wagons? On peut faire jusqu'à 2 trains par mois, après ça dépend un peu du type de train, mais ouais, en fait on fournit aujourd'hui l'ensemble des trains régionaux à un niveau que vous voyez en France et qui est partout. Oui, j'ai vu le dehors, il ressemble étrangement au wagon qu'on a en Île-de-France, qui font à peu près, je sais pas, 50 mètres de long, il y a quoi? Il y a deux rames. Ouais, alors c'est vrai qu'on est concentré vraiment sur les trains régionaux. Donc, les régions de France un peu moins, mais c'est vrai que sur la région Alsace beaucoup, enfin la région Alsace c'est la région Est beaucoup. Et on fait aussi des trains transfrontaliers, on franchit les frontières, alors c'est pas facile en faire loin, parce que c'est comme ça. On a aussi transfrontalier suisse. Voilà, la description en fait du site, c'est qu'à partir d'un trait de crayon, on a
toute une équipe d'ingénieurs qui est capable de dessiner les trains. Et l'évolution des trains, parce qu'en général, on a l'impression qu'on voit toujours les mêmes, même la couleur, le dessin, la peinture change, mais la conception du wagon elle-même, vous tenez compte des utilisateurs qui peuvent vous faire des remontées en disant ouais c'est pas, on n'est pas bien assis, il n'y a pas la prise de courant, on va être mis dans l'autre sens. Absolument, ça évolue beaucoup. Hein. Vous savez que maintenant tous les gens veulent leur prise USB là, pour brancher leur téléphone. Voilà, il y a 3 ans c'était USB, maintenant c'est USB-C. Voilà, c'est comme dans les hôtels où la maison est en chargeur, hein, c'est un USB-C, j'ai pas. Ouais, on évolue avec le temps, on a des ranges vélo. Ça, c'est une demande qui est relativement forte aussi dans la région parce qu'on essaye d'avoir du multimodal, du transport, des gens porteurs vélo dans le train et qui font de la multimodal avec ça. Ça, c'est du vélo dans le train. Ouais, on n'a pas encore trouvé le système comme pour les bus où on fout sur un wagon spécial ou en fait une remorque. Bon, on pourrait pas le foutre derrière le bus, ni derrière le train parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on passe sur les rails. Et ça ne dérange pas les autres passagers d'avoir un vélo. Les espaces dédiés, en fait, je pense que pas du tout. Ça fait un petit peu tout le monde dans les déplacements de lycée de travail, c'est quand même très utile. Voilà. Et comment donc l'histoire des Espagnols, des conquistadors qui sont arrivés jusqu'à Reichshoffen pour reprendre la fabrique des trains ici, comment c'est arrivé? Vous êtes espagnol vous-même? Non, je ne suis pas arrivé espagnol. Non, c'est pas espagnol. Non, c'est pas espagnol. Je suis français. Je suis arrivé ici il y a 2 ans. À l'époque, c'était encore l'entreprise Alstom qui était là sur le site. Et puis, bon, il y a eu tout un processus de vente, de rachat, et c'est... ça s'est trouvé en danger? Ça s'est trouvé en danger? Non, pas du tout. Dans un processus plus global, Alstom a racheté Bombardier, et du coup, il y avait des problématiques de concurrence, donc il fallait laisser des actifs, c'est un peu technique ce livre. Mais disons que... Non, mais moi je connais très bien, je suis banquier, gestionnaire de patrimoine, donc je connais très bien. Donc au final, il fallait un repreneur pour apporter un petit peu de concurrence sur le marché français, et c'est le constructeur CAF qui a levé la main pour reprendre le site de Reichshoffen et ses compétences. Et il y en a beaucoup en fait sur le site. Et CAF était connu dans la région, super. Pardon. Alors pour nous, absolument pas. Absolument pas, mais aujourd'hui je crois que le choix a été un bon choix, dans le sens que... Vous avez été interrogé pour le choix du rachat? Oui. On a participé aux négociations avec le syndicat, avec l'Europe, puisque c'était l'Europe qui avait souhaité que cette chose-là, dans les éléments de Alstom soit cédée. Donc ça a choisi le site de Reichshoffen, donc on s'est battu pour que les choses se passent mieux. Accompagner, il y avait combien d'emplois au moment du rachat justement qui étaient menacés parce qu'il y a 800 emplois. Il y a 800 emplois. Et aujourd'hui, on est toujours au même niveau, mais par contre on a des perspectives de croissance qui sont très très importantes. Avec l'arrivée de nouveaux projets, on va faire des nouveaux trains aussi. C'est ce qui nous satisfait, nous, en tant que responsables des communes ou du territoire, c'est d'avoir en face de nous un porteur de projet industriel pour développer, pour maintenir l'activité, pour donner une foncière avec ces gens qui vont s'installer dans la région. Tout à fait. C'est très très important que cette affaire se soit conclue de cette manière pour nous, pour le territoire. Quand il y a un gros développement sur la fonderie industrielle, peut-être que vous pourriez trouver un foncier pour y placer un hangar pour mettre une vraie patinoire, parce que la prochaine patinoire est quand même à 46 minutes d'ici, donc peut-être donner un peu une réponse un peu plus politique. Ah, ça y est. Non, c'est pas énergivore. Si au niveau de l'État, tu peux leur chasser du sous sur le dos, sinon ils sont pas très bons de spécialistes. On ne limitait pas dans l'évolution urbanistique, puisque aujourd'hui on est bridé par rapport à ouvrir des terrains à la construction, ne serait-ce qu'au niveau des besoins de certaines régions. Notamment c'est national, c'est pas que pour la Chopin. Oui, bien sûr, dans certaines régions, c'est... Quand on veut prôner la relocalisation, la réindustrialisation de notre pays, il faut donner les moyens aux industries de pouvoir s'étendre, de pouvoir construire, de pouvoir aller talent, parce que c'est pas avec quelques mètres carrés que les choses peuvent se développer. Alors, en fait, c'est un message que je lance. Là, moi, je partage votre avis, c'est que j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont un territoire qui est plus vaste que le nôtre, mais nous, on est quand même très vaste.
Il y a beaucoup d'espaces verts qui ne sont pas exploités ou qui sont difficilement plus exploitables même par les agriculteurs. Mais en fait, on se concentre les uns sur les autres. On n'arrive pas à dire, prenons du foncier, parce que se construire les uns sur les autres, ça fait c'est ce qu'on subit en ce moment avec les intempéries finalement, et tous les débordements de nos cours d'eau. En fait, c'est peut-être parce qu'on est trop concentrés les uns sur les autres, plutôt que de vouloir s'étendre et utiliser un peu plus d'espace sur notre territoire. Alors, les équations semblent délicates et difficiles à résoudre aujourd'hui du fait de l'intérêt de la nature, de l'intérêt économique et de l'intérêt humain. C'est pas toujours simple d'harmoniser l'ensemble des demandes et de voir ce truc très très loin, beaucoup plus loin que 1 an, 2 ans, etc., d'avoir une vision d'avenir du territoire. C'est pas aussi simple que ça, mais quelque part... Non, par contre, construire une patinoire, c'est plus simple que ça. Et puis c'est un engagement politique. Hein, Hubert? Allez, on va essayer. Je suis sûr que ça répond aux gens si en fait c'est l'activité sportive qui réunit ou qui invite toute sa famille à venir participer. On peut avoir une patinoire. On peut avoir une patinoire comme juste un lieu sportif, en fait. Parce que c'est un lieu de rencontre, un lieu pratique pour toute la famille. Évidemment, avec 5000 habitants, mais avec tout ce que vous pourriez drainer comme monde autour, ça peut être justifié. Voilà. Et ça, on en discutera avec monsieur. Pourquoi pas, mais déjà, M. Aubertin, on travaille sur la patinoire de demain qui doit être normalement en autosuffisance, avec des photovoltaïques, avec utilisant la géothermie, en utilisant une meilleure enveloppe thermique pour que justement on ne soit pas en déperdition, on va dire, d'énergie et puis surtout avec les explosions en fait, du coût énergétique. On sait très bien qu'aujourd'hui une ville peut investir entre 10 et 15 millions pour une patinoire, mais par contre, derrière, il faut plus que ça leur coûte d'argent. Si on n'arrive pas à cette équation-là, de toute façon, on ne pourra pas construire une nouvelle patinoire d'ici une dizaine d'années et on se réjouit d'avoir les Jeux Olympiques en 2030. Donc, je me répète assez souvent, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut qu'on empêche, les patinoires fermées, mais il faut aussi qu'on s'occupe d'en rouvrir d'autres, puisque nous avons que 113 patinoires fixes sur notre territoire, ce qui est très très peu, par rapport au nombre de piscines qui coûtent 5 fois plus cher qu'une patinoire, à l'entretien et à l'exploitation. Bien, bon les garçons, alors après on a aussi un autre invité. Oui, vas-y, Mr. White. Oui, parce que j'aime bien rentrer dans les détails, moi. C'est important quand même, quand il y a une entreprise comme ça, qui vient d'annoncer une bonne nouvelle. À savoir la signature d'une commande pour fabriquer 22 rames oxygène des automotrices électriques, spécialement conçues donc pour les moyennes et longues distances. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr, effectivement, c'est tout frais là, ça date de vendredi. J'ai les grands espions, vous avez une fuite de secrets industriels. Effectivement, on a eu la commande des 22 rames supplémentaires, puisque c'est une extension d'une commande qui existe contre le Venturam. En fait, c'est le type de train qui va remplacer les grandes distances sur les matériels Corail, en fait. Donc les Corail, ils commencent à être un petit peu vieillissants, ils ont plus de 50 ans. Ça tient encore le coup, mais c'est pas. Voilà, il y a beaucoup de demandes du public pour avoir du matériel neuf. Indépendamment du matériel neuf, la technologie change, ça consomme moins, la technologie change beaucoup, effectivement on va passer... C'est quoi qui différencie un Corail et de la nouvelle technologie que vous proposez? Alors il y a plusieurs choses, il y a bien sûr l'efficacité de la traction, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire que ça va consommer beaucoup moins d'énergie par tonne, ça c'est clair. On va travailler aussi sur la recyclabilité du produit, c'est-à-dire qu'on va faire tous les cycles de vie dans son ensemble pour s'assurer que pendant toute son utilisation, finalement, ce sera aussi moins coûteux pour l'environnement, on va dire, de construire ce type de véhicule. Alors, est-ce que ça va être moins coûteux pour l'environnement, moins coûteux? Est-ce que ça va être moins coûteux pour l'usager? C'est ça souvent la question, parce qu'après, une fois qu'on a sorti des nouveaux trucs, il faut que ce soit rentabilisé, il faut que ce soit une durée de vie d'un train. Aujourd'hui, c'est quoi, 10 ans? Non, pas du tout. On construit pour entre 30 et 40 ans. Donc 30 et 40 ans. Ouais, alors, si je me permets, c'est vraiment quelque chose de remarquable dans l'industrie du ferroviaire, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'industrie du consommable. Toutes les autres industries sont passées dans le consommable. Maintenant, l'automobile, les
téléphones, évidemment l'électroménager, tout ça, et nous on reste encore sur des galeries de 30-40 ans, c'est relativement remarquable. Oui, encore un petit mot sur les rames d'oxygène. Celles qui ont été signées vont aller sur la ligne Bordeaux-Marseille, qui est une ligne qui est aujourd'hui exploitée que par l'ancien Internet. Et ça va permettre à tous les usagers de prendre un petit peu d'air, Vous parlez de Marseille, la Provence, on fait comment d'ici? Quand vous sortez un train, il passe par où? Par Strasbourg, il redescend, il va où, il fait quoi? Il va quoi, en hélicoptère ou il va bon? On a la chance de connecter au réseau radieux SNCF, donc directement en sortie d'usine, en fait, le train il sort, il est embarqué sur le réseau, en fait il est tracté par un convoi, et puis il est livré directement sur le réseau à son... Et son itinéraire, c'est quoi là? Comme ça, alors pour aller à Marseille, je ne sais pas. Ça me paraît un peu compliqué par le système ferroviaire. Il y a des espèces de... Les trains Strasbourg-Marseille ou pas? Il y a deux voies en fait qui passent par le centre et par le haut. Donc c'est pas là. Donc voilà. Bon, c'est des voies de centre. Merci pour toutes ces explications. Julien, c'est très clair, on voit qu'il connaît bien la maison quand même. C'est trop beau l'usine, Philippe. C'est trop beau. C'est directement... À l'entrée de la ville, ça dépend pas quel départemental tu arrives. Moi j'ai beaucoup tourné pour trouver même le GPS, c'est un peu perdu. Mais j'ai jamais trouvé un panneau, il est marqué Aisofun. J'ai vu des trucs Aisofun, machin fun, là, mais j'ai pas. C'était pas le fun pour trouver Aisofun. Il va falloir remettre des panneaux, je vais vous indiquer, j'ai un très bon copain qui change les panneaux du périphérique tous les 6 mois. Il se fait beaucoup d'argent et je pourrais vous mettre en relation pour trouver quelques panneaux, venir marquer Aisofun. C'est une commission, Philippe. 3,50 € par panneau. Là, on va passer la main donc au nouveau directeur, enfin je ne sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas il s'appelle Marcos Tyrannos et il est donc le directeur du centre culturel et cinéma La Castine. Alors on dit La Castine, oui, La Castine. Alors pourquoi La Castine? On a posé cette question tout à l'heure. Monsieur le maire n'a pas voulu répondre pour éviter de dire des conneries pour une fois. Et je vous taquine, hein, c'est normal. C'est du candéléro tout craché, comme dirait. Mais ça, il a fait une petite cordéorette. Alors, bon, La Castine. Déjà bonjour à tous, ravi de présenter cette émission. Merci pour l'invitation, Philippe. La Castine, en fait, c'est une pierre calcaire qui est utilisée dans la fonderie justement pour fondre le fer, le minéral. Et donc c'est une référence évidemment au passé et même à l'histoire de la ville. L'histoire industrielle, riche patrimoine industriel de la ville. C'est référence à la Castine. Tout le nom de ce lieu qui a lieu à part. C'est quoi? C'est une salle de spectacle, c'est un cinéma, c'est tout en même temps, c'est là. La Castine, c'est un lieu un peu à part. Déjà, c'est un lieu de découverte, de rencontre, de partage et d'apprentissage dans tout ce qui touche aux arts vivants et au cinéma. Il y a un centre de formation à l'intérieur. La Castine a une double activité. Celle de spectacle, on a une saison culturelle avec une formation artistique culturelle, des spectacles, des théâtres, de danse, de la musique, spectacle public, un gros axe de la programmation est destiné au jeune public. Et on dispose également du classement cinéma d'art et essai, qui est délivré par le CNC, le Centre du cinéma, donc avec un label patrimoine également. Et en dehors de ces deux activités principales, on héberge aussi l'activité de l'association. Monsieur le maire fait référence à Promodance, en fait. Promodance, c'est l'école de danse de Reichshofen, dont l'activité sont là où il vient tous les mardis soirs. Voilà. Vous dansez, monsieur le maire? Pas du tout. Voilà. On est d'accord à s'y mettre avant de passer à la glace. On héberge également les activités de l'école de musique du pays de Villers-en-les-Bains. Avec des classes de guitare, de piano, de violon, de violoncelle, également... Il y a plusieurs cellules dans l'enceinte, c'est-à-dire vous avez une grande salle et après vous avez plein de petites cellules. On dispose de
plusieurs salles d'activité, effectivement, en dehors de la salle de spectacle et de la salle de cinéma. On a différentes salles de cours pour l'école de musique. On a un auditorium qui nous sert vraiment pour les auditions de l'école de musique. Et au premier étage, donc un studio de danse donc pour les cours de l'association Provenance. On accueille également la musique municipale de la Chapelle, qui est donc l'harmonie municipale. On accueille également deux autres chorales, la chorale Sainte-Cécile et une chorale, j'ai plus le nom en tête de vrai. Moi je viens arriver récemment, j'ai fait mes fonctions là en juillet dernier. Est-ce que vous arrivez d'Espagne? Parce qu'actuellement vous avez la Marcos Tyrannos. Alors, je me suis demandé s'ils n'étaient pas venus avec le train. Sans rentrer en détail, en fait, moi je viens d'Amérique du Sud. Moi je suis au Brésil, à Rio. Mais j'ai pas grandi là. J'ai grandi dans le pays de ma mère. J'en ai vu des Brésiliens, mais les Camerounais pas trop quand même. Et je suis arrivé en France, j'avais 17 ans en fait. Ils n'ont pas été français ce que j'en avais en France, en Alsace, exactement, à Strasbourg. Marcos, là c'est Marc. Et dites-moi, le 20 décembre, vous avez reçu le grand orchestre de Schördorf qui a joué du Hans Zimmer, c'est ça? Vous avez accueilli quelqu'un qui a fait la musique de Hans Zimmer? Ouais, le grand orchestre. Il n'y a pas longtemps, le grand orchestre. Alors, ils étaient peut-être pas encore là. Pas ma connaissance. Moi, je suis arrivé en juillet dernier, donc j'ai peut-être pas tout historique en tête de la programmation. D'ailleurs, la saison culturelle, enfin la programmation de cette saison, je l'hérite en fait, comme souvent quand on prend la direction d'un lieu, on hérite la programmation culturelle de nos. Alors, est-ce qu'il y a surtout vous n'avez jamais pris par rapport à ce qu'avait programmé votre prédécesseur? Je défends complètement, on va dire, cette saison culturelle, il y a de très belles choses. Question piège. C'est une très belle chose. Voilà. L'idée en fait, à la Castille, c'est encore une fois d'être un lieu de découverte, de rencontre, d'apprentissage autour des arrivants du cinéma et de faire en sorte que différents publics puissent se croiser. Voilà. Et qu'on puisse justement proposer un panel d'activités la plus large possible pour un public le plus large possible. Voilà. On a cette mission dont on appelle service public de la culture. Voilà. D'ailleurs, on rappelle le samedi 25 janvier 2025, spectacle d'humour avec Cécile Marx. Et on a pu voir au Montreux Comedy Festival. Elle fait partie aussi de la troupe du Paname Art Café, voilà, à Paris. Elle s'est produite régulièrement. Quelques jours plus tard, on aura le Grand Soir. Qu'est-ce que c'est le Grand Soir? Alors le Grand Soir, c'est un duo musical. Voilà. Ah oui, ça rentre pas dans la tête, mais c'est un duo spectacle qui met effectivement musique, humour, un homme et une femme. Et sur cette thématique de la parité entre femmes. Ensuite, au mois de mai, on passe au mois de mai. Entre février et mai, il y a une programmation plus compliquée peut-être. Non, on accueille des spectacles publics à destination des scolaires. Donc en fait, c'est pas des spectacles qui sont ouverts au public. D'accord. Ce sont des spectacles qui sont proposés pour l'ensemble des établissements scolaires de la communauté de communes. Voilà. Et donc là, c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression qu'il y a des trous en fait assez importants. En fait, oui, je vais utiliser au maximum, je vais exploiter au max la salle, la Castille, j'allais dire la Castille, c'est un autre endroit. Mais dites-moi, il y a un problème, je vois pas la pièce de Candelo-Montfort qui est programmée, comment ça se fait? Ah ben c'est que la programmation 25-26 est en cours d'élaboration. Ça patine à Tokyo, ça s'appelle. Alors on a une séance à 20h30 qui s'appelle Ça patine à Tokyo, et je le dis à tout notre public qui se trouve derrière nous qu'à partir de 23h on propose une séance un peu plus chaude qui s'appelle Ça tapine à Tokyo. Voilà. Donc ça, je laisse les parents traduire ça à leurs enfants. Avec leurs mots à eux, maintenant démerdez-vous. Bon, en général, c'est bizarre, il y a plus de monde à 23h qu'à 20h30. Comme quoi, on a chacun son public. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la Castille, justement? Un gros événement, peut-être, d'ici la fin de l'année, encore plus gros que ceux qu'on vient de citer. Vous voulez rajouter quelque chose? Alors, on va accueillir également des spectacles qui sont produits par la association en fait, de nos territoires. C'est
sont situées ici. Et donc, il y a des écoles de danse, voilà, des orchestres. Voilà. On aura la chance de pouvoir accueillir et justement et faire en sorte de leur donner accès donc à une scène avec le meilleur accueil technique possible. Voilà, parce que l'idée c'est ça en fait, c'est que ce soit des spectacles professionnels ou des spectacles amateurs, nous on fait pas de différenciation. L'accueil technique. C'est un peu le rôle d'une maison, c'est une maison des artistes, c'est une maison ouverte à tous ceux qui veulent, bien sûr. Toutes les personnes qui ont des initiatives d'ordre artistique, culturel, etc., qui ont envie de monter un projet, un spectacle, sont évidemment bienvenus à la Castille, ils sont accueillis dans les meilleures conditions pour pouvoir justement, Vous avez un budget qui est alloué par la ville. C'est quoi? C'est vous auto-financez? C'est comment ça se passe? Monsieur Hubert, combien tu donnes pour cet espace? Pour équilibrer le budget de la Castille, c'est 340 000 € par an. Ah oui, quand même. Plus investissement, puisque le bâtiment appartient à la commune, donc plus l'investissement du bâtiment, c'est la commune. Et c'est un bâtiment qui est moderne, qui a un bâtiment récent de 92, avec plusieurs matériaux qui parfois ont des soucis de stabilité et d'étanchéité. On a le même problème, vous savez, le bâtiment a été construit dans les années 70, donc forcément 50 ans d'âge. Il n'y a pas de fuite. Par contre, il n'y a pas de fuite dans l'établissement. L'étanchéité, par l'étanchéité. Il y a quelques fuites, mais bon, voilà. Et là, le très grave. Ça arrive, il y a n'importe quel âge. Mais bon, bon les garçons, vous aviez une petite question peut-être pour nos invités avant qu'on va bientôt faire la coupure de l'émission. On devait avoir donc Vojani qui devait nous parler un petit peu du gala qui va s'enregistrer demain, il me semble. Aujourd'hui, oui, je m'entends bien, Philippe. Donc, l'enregistrement va être ce soir, il débute à 19h. Si tu veux essayer de joindre en lien Kevin Rose, qui fera un plaisir cette année, qui va répondre sur son portable, et également Pierre-Emmanuel Jacquemet, donc le directeur de la station de Logement. Ils sont en pleine répétition, et donc ce gala, le grand gala des étoiles, sera retransmis sur France 3 le 29 décembre à 15h15. Vous avez entendu, mesdames et messieurs, le 29 décembre. Si vous aimez le patinage, alors ce ne sera pas avec Nelson, Annick et moi qui commenterons ce gala des étoiles diffusé sur France 3, donc le 29 décembre, aux alentours de quoi, 15h, 17h 15h, vous pourrez donc suivre ce gala qui, donc, la plupart des artistes qui vont participer à ce gala sont issus de l'équipe de France. Il est tout juste de sortir du championnat de France. Je vais peut-être essayer d'appeler Kevin justement pour lui demander comment s'est passé le championnat de France de cette année, sachant qu'il a remporté le titre parce qu'il y avait aussi Adnan Saoulifa qui était donc encore un peu blessé, si j'ai bien compris tout ça. On l'appelle, on va regarder. Est-ce qu'il va nous répondre? Et puis on appellera en début de deuxième partie, on appellera Pierre-Emmanuel Jacquemet. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du numéro 6. Dommage, c'était la famille des patins de Corleone et il y avait 10 000 € à gagner. Monsieur Hugo ne rencontrera pas la somme. Veuillez laisser votre message après le titre. Bon. Écoutez, on va faire ensuite une autre petite musique en attendant que je puisse joindre Pierre-Emmanuel Jacquemet, qu'on retrouve en deuxième partie d'émission. Messieurs, vous êtes les bienvenus, soit pour rester ou aller prendre un petit verre de vin chaud. J'ai vu qu'il y a une petite distillerie là, distribuer de l'alcool de poire. Ils n'ont pas le droit de vendre d'ailleurs, donc c'est gratuit, vous pouvez y aller. Parce que sinon ça fait un peu distillerie de contrebande. Et nous on fait un petit truc qui remet un peu de chaleur. Allez, c'est parti et à tout de suite. Dans l'univers du patinage, je trouve qu'on a beaucoup de choix de programmes qui sont sur du contemporain. Et moi, j'ai tendance à penser que sur une compétition de 2 heures, que du contemporain, on peut avoir tendance à s'ennuyer un petit peu. Alors la diversité qu'aujourd'hui essaye d'amener Gabriela Papadakis en patinant avec une femme, est-ce qu'on aura la même chose demain avec 2 hommes? Est-ce qu'on veut en fait
finalement s'attacher au wokisme ou on va dire, dire on est libre, on peut faire tout et n'importe quoi. Alors pourquoi pas, là on interdit les animaux dans le cirque, donc pourquoi on n'aurait pas le droit aussi à des animaux sur glace. À un moment donné, si vous voulez être aussi open et aussi libre, laissez-nous imaginer tout un tas d'art artistique s'exprimer. Je ne sais pas si ça va faire évoluer le monde du patinage artistique, de voir deux femmes patiner ensemble. Déjà, c'est pas une nouveauté, c'était pas en compétition par contre. C'est peut-être ça l'évolution. Alors, on parle justement de codes hétéronormés, très genrés, qui peuvent peut-être être lourds pour plein de gens et difficiles à changer. Pouvoir permettre à beaucoup de même sexe de patiner ensemble, c'est quelque chose qui aiderait peut-être à se libérer de ces choses-là et à montrer que le patinage peut être bien autre chose que ce qu'on a déjà vu avant. Parce que l'évolution passe pas sans aller dans, comme tu dis, dans le wokisme, genre, ou ce que tu veux. Est-ce que ça ne fait pas pourquoi c'est un sport artistique. On ne peut pas mieux que les femmes quand même une part très artistique en eux. Donc pourquoi est-ce que ça ne serait pas plus joli à la limite de voir deux femmes patiner ensemble? Moi personnellement, j'ai rien contre la beauté féminine qui pourrait s'exprimer sur la glace, deux femmes, trois femmes, quatre femmes, ou même 4 hommes demain. Non mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on pourrait développer énormément de nouvelles disciplines, mais est-ce qu'on peut amener une réglementation pour faire de la compétition sportive à travers cette démonstration artistique? C'est là que ça va devenir très compliqué, Alain, parce que tout le monde va revendiquer de vouloir peut-être imposer une nouvelle forme d'expression artistique et technique et de vouloir faire un championnat avec ça. La Fédération internationale aujourd'hui a besoin effectivement de développer des nouvelles activités parce qu'elle ressent bien qu'on a de moins en moins de pratiquants, on a de moins en moins d'adhérents, et on a surtout de moins en moins de droits télé. Et il manque de visibilité, ça c'est sûr. Ces dernières années, donc il va falloir faire bouger un petit peu les choses, parce que là, c'est en train un petit peu de stagner, le patinage. Je ne sais pas ce qu'en pense Xavier, je crois qu'il voulait intervenir sur le sujet, donc il va nous donner sa position. Faut souligner, c'est un ancien danseur. Je voulais juste souligner que l'Anglais a aussi patiné avec un garçon en édition, etc. Donc là, il y a plusieurs déjà configures qui ont été présents dans le spectacle. Ça se fait également dans ce classique, en danse contemporaine, ça se fait en natation synchronisée, donc on n'est pas non plus dans les sports, ça s'est bien passé. Sans pencher le pas de la compétition. Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de championnat, mis à part les liens sur des compétitions adultes et un schéma particulier. Il n'y aura pas, à mon avis, demain, des compétitions aussi sur le compte des couples femmes-femmes ou hommes-hommes sans aucune coloration sexuelle de quoi que ce soit. Mais pour l'instant, dans le code de l'ISU, ça va être des catégories hommes-femmes, des couples artistiques et d'instruments tout à fait traditionnels. Ouais, enfin, c'est pas une grosse révolution en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qu'essaie d'imposer Papadakis avec le Bull. C'est-à-dire que, oui, comme ce sont deux grandes championnes qui ont été eux-mêmes championnes du monde et championnes olympiques, de part et d'autre, ils se disent on aura peut-être plus d'impact à faire évoluer les mentalités et justement le développement de ces activités artistiques et techniques. Il faut savoir qu'une compétition, il y a de la technique. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parlait la dernière fois avec Mr. White justement des portées, est-ce qu'on aura des portées aussi vertigineux entre deux femmes plutôt que quand c'était un homme et une femme? Toutes ces questions-là, il va falloir les poser sur un règlement, et c'est toute cette réglementation qui va prendre du temps avant que tout le monde se familiarise avec cette nouvelle forme d'expression. Le développement du patinage, mais dans ce là, ça va vraiment être pris sur des formats de compétition pour faire des formats qui soient plus télévisuels, qui soient plus lisibles pour les spectateurs avec des éliminations directes dans le top jump, etc., des choses comme ça, qui soient plus fluides. Aujourd'hui, quand on regarde, on a une très belle compétition qui sont la finale des Grands Prix ici. On a ici les Anglais dans le championnat de catégorie, mais quand on voit le championnat d'Europe, c'est très long à l'année, quand on a 30 couples, 30 filles, 30 garçons qui font un chaperon ou une championne, il n'y a pas tout le monde qui va venir regarder avec 30 points. Et forcément, un petit peu de dynamisme, on a besoin de championnats comme on a dans les week-ends, où tous les week-ends on va avoir des matchs, des allées, des retours et du suspense.
Ah ben, je suis d'accord avec toi, en fait il faut qu'on ait de la diversité plus sur les événements, avec avant il y avait les Master Nico par exemple qui étaient en fin de saison, il faut qu'on puisse construire des compétitions en local aussi pour avoir des partenaires locaux qui viennent supporter l'organisation de ces événements, donc j'espère que beaucoup de gens vont t'entendre. J'essaie d'appeler Pierre-Emmanuel Jacquemet, voir s'il nous répond, et puis derrière on va enchaîner avec nos invités locaux, hein, on a une belle troupe de gens. Qui sont ces gens, Hubert? Ah, attendez, j'ai Pierre-Emmanuel Jacquemet en ligne avec nous. Bonjour, Pierre-Emmanuel. Bonjour, ouais. On vous dérange peut-être, je sais que vous êtes en pleine action, en pleine mouvement à la soirée. Donc, comment se passe justement, très rapidement, l'installation, les jeux de lumière, la mise en place du spectacle, parce que vous venez de récupérer seulement les patineurs français qui ont fini leur championnat de France hier soir à Annecy. Du coup, ils sont arrivés chez vous ce matin, j'imagine, ou hier soir déjà? Ouais, ils sont arrivés ce matin, la répétition dans la journée, et voilà, on a finalisé la répétition pour le spectacle qui commence à 19h. 19h, ah oui, c'est dans moins de 3 heures, donc là j'imagine que vous êtes en train de bouillir. C'est un peu le rush là, c'est un peu le rush. Bon, il n'y a pas de problème à signaler, tout va être en ordre de marche. Combien de caméras de télévision sont installées? Combien de public vous attendez? Bon, maintenant 1000 personnes, hein, c'est la jauge maximum, et puis les caméras de France Télévisions sont là, tout est installé. Comme je disais à l'instant, on finit le dernier réglage et on sera tout bon, et on pourra regarder ensuite la diffusion sur France Télé dans quelques jours. Alors, combien de temps vous mettez à préparer la salle? Parce que la patinoire, comme vous mettez un plancher pour accueillir plus de public et que ça soit une patinoire bien remplie, bien fournie, combien de temps vous mettez à préparer tout ce bazar? C'est 5 jours de préparation pour que tout soit en place pour le gala. Et avec, j'imagine, énormément de main-d'œuvre, énormément de gens qui œuvrent pour que tout soit à la place. On a différents sous-traitants, effectivement, qui gèrent la partie son, lumière et autres, et puis ensuite avec les équipes de la commune de Vaujany de la mairie. Alors, quelle est la particularité cette année du spectacle? Puisque habituellement, vous aimez bien mélanger les arts du cirque et du forain, des arts forains sur glace. J'imagine qu'il y a toujours des éléments extérieurs à la glace. Est-ce qu'il y a un thème particulier? Et bien justement, en parlant d'éléments, le thème c'est donc, ce sont les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, qui va guider et qui va être le fil rouge de cette soirée, agrémentée de numéros sur glace, complétés par du hors glace, avec des artistes de tout horizon. Alors si les gens, j'imagine c'est à guichet fermé là, ou il y a encore, s'il y a des gens qui nous écoutent là en direct, proche de Grenoble, de Vaujany, et comment ils font pour récupérer ou payer ou acheter des places? Alors heureusement et malheureusement pour ceux qui n'ont pas leur place, le gala est effectivement complet, à guichet fermé. Et donc le seul moyen de voir si on n'a pas ta place, ce sera de regarder le dimanche 29 décembre, France Télévisions, France 3, à 15h40 pour voir le gala, la rediffusion. Bon, moi j'aurais pas le plaisir de vous croiser cette année, hein, puisqu'on a été remplacé malheureusement, mais j'espère que tout se passera bien pour vous là-haut et qu'il y aura une belle audience sur la diffusion du gala de vendredi du 29 prochain. Merci gentil Philippe, et puis en tout cas au plaisir de retravailler ensemble. Allez, ça marche. Merci de nous avoir répondu. On vous laisse à vos activités périlleuses là, sur ces 3 prochaines heures, et puis on souhaite un très bon gala à l'ensemble des patineurs d'équipe. Le fond d'ailleurs rapidement qui participe, parce qu'Adam malheureusement blessé, est-ce qu'il participe quand même au gala ou pas? Non, Adam est blessé, donc effectivement il ne participera pas, ce qui est logique et normal. Par contre, on a l'ensemble des patineurs qui étaient hier au championnat de France, qui sont là sur la place. Donc voilà, un très beau gala là. Vous avez tous les podiums du championnat, j'imagine là. Oui, c'est ça. Voilà. Super. Bon, bonne soirée, mes amitiés à Monsieur le maire, mes amitiés à Vaujany, puis un de ces jours, j'espère, et peut-être voilà. Philippe, en tout cas, merci, bonne soirée et puis bonne fête à tous. Ouais, c'est gentil. Merci. Au revoir, Philippe, au revoir. Merci. Bon, voilà, on a quelques infos complémentaires sur le gala de Vaujany. Ça, c'est un beau gala qu'on pourrait faire aussi chez nous, un de ces jours, monsieur le maire, ici à Réchauffe, en plein air. Hein, oui, on est capable de faire des pistes un tout petit peu plus grandes que celles que vous avez ici. On en aura sur le jardin du Nord, c'est régulier là aujourd'hui. Oui, dans le bâtiment un peu plus grand. Et j'arrête pas de le dire parce que moi, tout à l'heure, quand je vais juste mettre les patins pour aller animer et présenter les petits jeunes qui vont venir patiner là, du club de Strasbourg,
je peux vous dire que je vais être un peu frustré parce que je vais faire un pas en avant, je vais déjà toucher la barrière. Donc forcément, j'ai encore un peu de puissance et que voilà, j'ai besoin de mes espaces. Effectivement, D'Artagnan ne pourra pas se faire. Ah, on pourra trouver un semblant d'Artagnan. Voilà. Bon, alors, qui avons-nous en face de nous? Là, j'ai un monsieur qui... Allez-y, hop là. Bonjour monsieur. Alors, quel est votre prénom? Parce que moi, je ne sais pas si je vous ai auparavant. Carnaval Association, voilà. Ça s'appelle Rissefer Excess. Rissefer Schloss Excess. Ah ouais, je l'ai presque, on va dire. Non mais, D'ici l'année prochaine, c'est bon. Allez, les accents alsaciens, ils sont forts, hein. Ils sont bien. Vous pouvez me le redire? Rissefer Schloss Excess. Ouais, essayez de le dire, tiens, Mr. Roy et Xavier, là, on va voir. Le Joker. Ouais, Joker. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette association Carnaval? Je vois que vous êtes... c'est quoi? C'est un habit, c'est un costume de tradition? C'est quelque chose qui vient d'ici? C'est vous qui l'avez inventé? Comment on peut nous présenter? On est une association de carnaval. Et notre costume, c'est les sorcières. Les sorcières. Ouais. Et pourquoi les sorcières? Les sorcières, et on a encore cette année un nouveau... Il y en a une qui fait peur derrière. On dirait ma femme quand j'ai pas passé l'aspirateur. Il est là pour ça. Il est là pour ça. On a l'air vénère hein, quand même. Parce que secours. Olivia sort de son costume. Bon, alors donc du coup, pourquoi les sorcières? Pourquoi les sorcières? C'est venu comme ça au début, à la base, quand le club a été créé. C'était une bande d'amis qui avait pris les costumes de sorcières et c'est resté. On a continué, on a amélioré, agrémenté les costumes. Et donc tous les ans, au moment du marché de Noël, vous revenez avec ces costumes ou tout au long de l'année vous... Non, le marché de Noël, moins. Mais c'est nous, c'est carnaval. On organise le carnaval à Reichshofen et on va dans diverses contrées. Et alors, le carnaval de Reichshofen, il a lieu quand? L'année prochaine, le 30 mars. 30 mars. C'est toujours le dernier week-end de mars, normalement. Tout dépend quand on la fête au départ. Et donc, il est vrai que cette association est née il y a quelques années par des passionnés et se développe de plus en plus. Et donc, ils nous organisent une vraie cavalcade avec un certain nombre de participants. On fait venir d'autres groupes pour participer à la chaîne. Il y a des groupes belges. On a déjà des Suisses. C'est combien de participants qui viennent animer en fait ce carnaval? Environ 1000 personnes. 1000 personnes. C'est énorme. Ah oui, c'est quelque chose. Cette année, on était en public, on avait pas loin de 7000 personnes. Et donc, ça se passe sur plusieurs jours, on m'a dit. Un jour. Le 30 mars, samedi, on a une soirée. Une petite soirée avec, et le dimanche, c'est le grand jour. On lâche le chaud et... Donc dans les rues de Reichshofen, est bloqué. Les sorcières sont sorties et il y a d'autres personnages dans notre carnaval? Des sorcières, des baguistes. Des quoi? Des baguistes. Des baguistes, c'est quoi les baguistes? Des baguistes, des grosses têtes. C'est des grosses têtes avec un gros nez. Ah, des gros nez, comme moi un peu, moi j'ai un gros nez. Et donc là, ça c'est de votre association ou ceux qui viennent de l'extérieur, ils ont un thème à respecter? Comment ça se passe? Non, nous, particulièrement chez nous, on ne met pas de thème, chacun vient comme il veut, il ramène, après il y a des groupes, d'autres groupes, comme nous on connaît des sorcières aussi, qui viennent en sorcières, voilà. Bon, bah, vous voyez, Mr. Roy et Xavier, vous pouvez venir, hein. Vous pouvez venir comme vous êtes, comme chez McDo en fait, vous avez des têtes de sorciers, vous pouvez donc venir. Non, c'est ça qui est intéressant quand on a une cavalcade, c'est que du coup, il y a énormément d'autres groupes avec d'autres spécificités, hein, et ce qui fait toute la chaleur, la couleur d'un carnaval, c'est vraiment un moment très très convivial. C'est assez unique en Alsace du Nord, hein, je crois qu'on est oui, il y a pas... ici. Hein. Chez nous, ici, il n'y a pas trop. C'est plus de l'Andurin, c'est plus traditionnel, une tradition allemande, mais bon, on se fait fort de soutenir cette association, puisque c'est quelque chose, je dirais, d'authentique sur un certain week-end, sur un certain moment, et puis il y a quand même des vieilles traditions ancestrales où le carnaval c'était pour chasser les mauvais esprits, l'hiver, et annoncer un peu le printemps. Ah, j'aurais dû vous connaître il y a plus longtemps que ça, vous pouviez chasser les mauvais esprits qui tournaient autour de moi. Hein, peut-être que j'aurais été mieux vu. Qu'est-ce que, à côté de nous, on a Victor. Alors lui, Victor, j'essaie de lire un petit peu ma fiche. Victor.
Bon, parce que des fois j'ai pas toujours les prénoms. C'est Victor comment? Victor Krebs, voilà, boulanger. Ah, ça demande meilleur ami. Le boulanger, c'est mon meilleur ami de la vie, parce que moi je suis un gros bouffeur de pain. Chez nous, vous êtes servi alors. C'est là, c'est la boulangerie qui est juste là. Qui est juste là, non. Est-ce qu'on avait fait des boîtes de nuit? Des petites, grosses, c'est comme vous voulez. Ça va tenir dans la main de la personne qui va manger. On a ce qu'il faut. Bon, alors c'est quoi votre spécialité à la boulangerie? Alors ma spécialité c'est surtout la viennoiserie. La viennoiserie en général, on a une quinzaine de sortes. Donc, je suis arrivé sur les coups de 14h, elle était fermée la boulangerie, sinon je serais venu. 14h il y a déjà plus. Hein. Il y a déjà plus. Ça part autant que ça, combien de viennoiseries vous débutez tous les dimanches matin par exemple? Le dimanche ça tourne entre 2000 et 3500, ça dépend. Ah oui quand même. Et attendez, il y a 5000 habitants dans la ville. Ah oui, ah oui, bah on est... Plus de 50% aux alimentaires en fait. Ah, c'est ça. Si je prends 1,5. C'est ça. Non, on est une vingtaine de salariés, donc... Alors il dit ici, on dit pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Pain au chocolat. Chocolatine, c'est du côté de Bordeaux. Ouais, mais ils sont chiants avec ça. Tu tournes dans une boulangerie à Bordeaux, il y a un pain au chocolat. Quoi, il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est-à-dire chocolatine. Exact. Bon, et donc, à part les viennoiseries, gâteaux... Bah, on fait de tout, on fait de la pâtisserie, du chocolat, du traiteur, du pain. Est-ce que vous avez préparé un pain en forme de patin à glace pour moi aujourd'hui, non? Même pas. Même pas. C'est compliqué. Alors Hubert, qu'est-ce qui se passe? La commande n'était pas passée. Ça ne dit pas que j'étais un grand mangeur de pain, c'était pas dans le contrat d'Aubertin. Moi, j'ai pas eu une fiche sur le pour 1000 €. Bon, bah, ça sera pour une prochaine fois. L'année prochaine, si vous venez, bah, on vous le fera. Votre prénom, parce que vous m'avez pas dit. Christophe. Alors, Christophe et Victor, est-ce que vous avez déjà mis les patins ici sur cette patinoire de Réchauffement? Non. Vaut mieux pas. Pourquoi? Parce que quand tu pétris avec tes mains, pas avec tes pieds, donc tu pétris, non, c'est pas bien méchant. La dernière fois que j'en ai fait, je me suis cassé le poignet, alors... Parce qu'on aurait pu faire un petit tour ensemble sur la glace avec monsieur le maire, il a dit qu'il allait mettre des patins ici. Je peux vous envoyer mon fils si vous voulez, mais... De toute façon, vous avez un remplaçant si jamais il vous arrive quelque chose, non? C'est qui, le premier adjoint? C'est Jean-Guy. Jean-Guy, on s'est débarrassé de vous, quand même? Non, pas encore. Donc, la boulangerie, vous l'avez depuis quand? Depuis quand vous exercez ce métier? Moi, personnellement, je l'ai repris en 2015, mais je suis la 8e génération. 8e génération. De père en fils, et la première pierre a été posée en 1805. Ah ouais, l'an de sa naissance. Encore sous Napoléon. Chapeau, hein. Et vous êtes senti obligé de reprendre les rênes de cette boulangerie ou c'est vraiment une passion, une vocation? Non, vraiment. Alors, j'ai beaucoup aidé mes parents quand j'étais petit, mais au départ, je voulais faire autre chose. Et ils m'ont jamais forcé à... Tu voulais faire quoi? Électricien. Ah ouais, effectivement, c'est pas bon. Un bon électricien pour réparer un bon four à pain. Exact. Vous êtes déjà allé, Christophe, vous êtes déjà allé dans sa boulangerie? Oui, il y a combien de boulangeries dans la ville? Deux vraies boulangeries, enfin, boulangerie, et puis on a encore des boulangeries dans les supermarchés. Mais des pots de pain? Des dépôts. Non. Vous livrez? Vous livrez aussi, non? On est juste ici. Et à part aussi, des restaurants, mais voilà, ça s'arrête là. On peut quand même rajouter que Victor est un bon partenaire de la commune par rapport à nos animations, avec les services par les jeunes aussi, donc voilà. Vous êtes sponsor un peu de toute l'organisation du marché de Noël, parce que vous le financez entièrement la ville ou c'est... Le marché de Noël est entièrement financé par la ville, de aucun financement d'entreprise, nous demandons des partenariats. Alors, sous quelle forme ce partenariat, je sais? Bah là, comme par exemple cette année, on a fait un concours du brevet. Du quoi? J'ai l'impression d'être comme dans le Nord avec nos amis des Hauts-de-France. Les Hauts, des petits fours. Des petits fours. Et puis monsieur le maire et moi, on était jury avec 2-3 autres personnes. Il fallait m'inviter pour les petits fours, moi je vous aurais donné mon avis. Je crois qu'on va revenir ici. C'est vrai, je connaissais pas Réchauffement il y a encore quelques semaines, mais je trouve que, l'accueil est agréable, monsieur le maire est quand même assez cool.
Sérieux du coup. Hein, et donc il y a plein de choses à découvrir ici, à déguster. Hein. Surtout à déguster. Donc il va falloir que je revienne expliquer le village. Oui. Alors c'est ça, ça vient de chez vous là, alors regardez, je sais pas, je vais le faire voir. Là, regardez ça, c'est une tranche plus ou moins de pain avec de la brioche et des fruits confits à l'intérieur. Oui, c'est ça, oui. Alors celui-là, c'est pas le mien. Comment tu sais que c'est pas le tien? Parce que je le reconnais tout de suite le mien. Ah ouais? Ouais. Bah, il faudrait que je puisse comparer. Ça n'existe pas chez toi, la grosse pâte de fruits, la grosse pâte d'amande, c'est pas chez toi. Pourquoi tu mets pas une grosse pâte d'amande? Normalement... Rappelle-moi le nom du truc. Du Krichtol. Du Krichtol. Krichtol. Ça c'est un nom suédois, sans se croirait pas, c'est un peu Ikea, ouais. C'est un peu Ikea, ouais. Alors pourquoi tu mets pas des gros morceaux de pâte d'amande? Parce que j'aime pas ce que c'est moi. Ah, mais autrement, c'est notre même chose. En fait, c'est très simple, hein, c'est une brioche avec énormément de fruits confits, de la cannelle et un peu de rhum. Bon, je peux le goûter quand même celui-là. J'aimerais goûter le tien pour comparer. Hein. Pas de problème. Bon, les garçons, des questions là, pendant que je déguste. On parle pas la bouche pleine. Ah, vous heures. Moi, je sais pas si nos auditeurs ressentent comment je savoure. C'est comment on appelle ça encore? Le Krichtol. Parce qu'après, j'ai une personne qui doit venir nous voir. Hein. Boiti Bretzel, c'est quoi ça? Non, elle est absente. Ah bah c'est dommage parce que la boulanger qui aurait pu nous parler aussi Bretzel. Ah il est là, c'est concept parce que comment elle est là, alors c'est le protocole, au programme, là j'avoue je suis un petit peu perdu au programme parce que je me laisse aller avec vous, monsieur le maire. Ici on est... Par contre là t'as un peu comme c'est la mienne, donc si vous écoutez. Bah ça j'en ai déjà mangé la moitié, mais comme je ne peux pas animer en même temps que je suis en train de déguster, ça va être un peu compliqué. Xavier, est-ce qu'on a toujours notre point 100% patinage avec 100% d'absence? Ouais, il faut faire un petit point là que le Star Wars, championnat de France élite qui vient de se terminer ici. Allez-y, on va vous donner, mesdames et messieurs, parce qu'il y a du public derrière moi, on va vous donner les résultats du championnat de France de patinage qui s'est déroulé à Annecy. Vendredi et samedi. Rapidement pour pouvoir accueillir les grandes majorités et surtout les jeunes patineurs qui ne devraient pas tarder d'arriver à la Reich qui on va présenter sur la radio avant de les accueillir sur la glace. Il a également le club de Strasbourg a quand même 3 champions de France et plus de 3 jeunes qui marchent très très bien aujourd'hui. Il me faut contempler quelques détails Xavier là. Oui, j'en ai beaucoup j'ai pas mon ordinateur, je suis sur notre école et j'ai pas réussi à mettre mon casque, à connecter mon casque, donc ça un petit peu. On aura les garçons, on aura aussi avant la fin de cette émission, on va avoir donc 2 ou 3 exposants hein, qui ont réservé des chalets cette année. Donc ici on peut réserver son chalet pour devenir un exposant et vendre ses propres produits. Donc là on a une dame qui fait de la sculpture avec de la laine que j'ai rencontré tout à l'heure, qui vient nous en parler. On va même le faire voir sur l'écran géant, puisqu'on a ici, il y a quand même des installations techniques quand même assez monstrueuses. J'espère qu'on aura ça à chaque fois qu'on va se déplacer, parce que c'est assez agréable et au moins les gens peuvent nous écouter et nous voir. Alors, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, vous savez que le micro est là pour vous, hein, si vous voulez poser même des questions indiscrètes. Moi, il n'y a pas de tableau chez moi, donc vous pouvez prendre le micro à tout moment, vous venez taper sur l'épaule et on vous passe la parole. Décision éditoriale et de la chaîne, donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais regardez encore le patinage, parce que notre plus grand désespoir, ça serait que le patinage ne soit plus diffusé. Et donc vous animez des émissions comme ça et vous passez de ville en ville? Alors de ville en ville, pas toujours, mais c'est la période où effectivement il y a beaucoup de marchés de Noël et beaucoup de patinoires éphémères qui sont disposés. Et dans le cadre de la promotion des sports de glace, Ice Radio faisant partie de ce challenge, son challenge c'est de promotionner les sports de glace. Et ben, quand on a l'occasion, et comme monsieur Walter
avait l'envie de nous avoir ici dans sa ville, on a fait le déplacement pour cette émission spéciale de ce dimanche 22 décembre. Et sinon, il faut nous écouter tous les mardis soirs de 18h à 20h sur iceradio.com. Et la prochaine ville alors? La prochaine ville, ça devrait être Altkirch, pas très loin d'ici d'ailleurs. Ok, très bien, voilà. Merci beaucoup. Je vais finir alsacien d'ici la fin du mois. Et merci pour votre sympathie et votre pourparler. C'est gentil, merci beaucoup et puis bonne fête à vous. Allez Alain, tu enchaînes avec la danse sur glace peut-être ou les couples Philippe, tu pourras dire à cette gentille dame que connaissant France Télévisions, de me écrire directement à Emmanuel Macron si tu veux avoir un résultat. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il finisse le mandat, le gars. Surtout s'il retourne à Mayotte. Alors, oui, on passe au couple et puis je laisserai peut-être la danse à Xavier, c'est sa spécialité. Donc moi, je suis ravi du retour au tout premier plan de Kovalev. Le Kovalev qui l'emporte assez facilement. Aussi bien au cours que au libre et qui me reste tout à belle. Donc Kovalev qui gagne avec 178 points 75 et donc le deuxième dont je viens de parler 156 points, donc c'est une large victoire. Rappelons quand même que de la blessure de notre ami Kovalev qui revient bien au tout premier plan, après avoir gagné, donc je le répète, largement les cours et largement aussi le libre, à peu près par le même écart. Les Kovalev qui donc semble revenir au plus haut de leur forme. Mais quatrième titre, c'est vrai. Et pour compléter le podium, par exemple, c'est Erat Pellegris avec 149 points, 85. Et là, il faut encore souligner que de toute façon, tu montais forcément sur le podium puisqu'il n'y avait que 3 couples artistiques en concurrence à Annecy ce week-end. Voilà pour la danse, David Xavier. En danse, on n'a pas une surprise, c'était le ménage Geoffrey qui a remporté cette soirée-là, ce championnat France Élite. Ils étaient très contents, ils sont surpris, ils ne sont pas surpris de gagner parce qu'ils se attendaient quand même, c'était pas une victoire un petit peu attendue, mais ils sont surpris du nombre de points parce qu'ils font quand même plus 12 points par rapport à la finale du Grand Prix dans le petit bus que le juge français leur a fait un joli période avant de se confronter au meilleur couple de danse sur glace européen, le championnat d'Europe qui aura lieu à Cagnes. En deuxième place, c'est Marine Villarreal, champion donc le tir de jeu. Et les Téléuniversités sont terminés deuxième. Et ils ont battu leur record de la saison en faisant d'un petit uniforme. Ils sont de là et on peut souligner la belle progression de Natacha Lagune et Arnaud Piazza. Et par contre, on a une petite déception quand même pour Marie Dupérage et Thomas Lallet qui se place seulement à la 4e place alors qu'ils avaient terminé deuxième du Masters à Milan-Lens et puis là elle a fait des petites fautes, donc Marie a fait des petites fautes sur les tuiles, ils ont eu pas mal de niveau 2 de géo négative et ils dénoncent simplement donc leur camarade d'entraînement Evan Bernard et Amédéo. Il y a eu des rebondissements dans sur place, il y a eu des rebondissements. Une petite précision quand même, Xavier, c'est que tu les connais si bien que tu as commencé que leur prénom, Julia et Geoffrey, mais c'est donc le père et l'âme Brissot dans notre famille. Bon, là où on est satisfait, c'est finalement du retour en grande forme de Loïcia et Théo. Loïcia est de nouveau. Et Théo Le Mercier, puisque début de saison un peu compliqué, des changements de programme, c'était un peu difficile de remonter un petit peu la pente de ce que nous disait leur entraîneur, Karine Haribert, donc on est très content pour eux. Et ça présente de très belles choses pour le prochain championnat d'Europe qui se déroulera donc courant du mois de janvier. Bon, on retourne à Reichshofen avec la directrice de la communication du marché de Noël, c'est ça clairement, de la ville en général.
Ah pardon, je vous ai coupé le micro, c'est pour éviter que vous preniez la parole. Ouais, je suis trop bavard, j'ai compris. C'est la directrice de communication, Madame Schaeffer, de l'entreprise Bully. Je suis Anita Schaeffer, la directrice commerciale de la société Bully. Alors Bully, c'est quoi? Alors Bully. Parce qu'on dit Bully Bretzel. En fait, c'est une spécialité, vous êtes spécialisé dans le bretzel. C'est ça. Donc on est spécialiste de bretzel et biscuits apéritifs. On est basé à Gundershofen, donc c'est le village qui est juste à côté. Ouais, je suis passé à côté, je suis passé dedans même. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et on produit plein de bretzel qu'on distribue sur toute la France. Et non, je connais pas cette marque. Pourtant, je prends les gâteaux apéritifs, j'en prends des bretzels comme ça, mais c'est notre marque. Mais vous êtes bien placé en France et à l'étranger sur le niveau de... On est placé principalement sur le Grand Est et également un petit peu sur Paris. On se développe de plus en plus sur le reste de la France. Votre réseau de distribution, c'est quoi? Le supermarché? Supermarché, on fait également un petit peu les restaurateurs avec des bretzels en vrac. Et puis des industriels, on voit de plus en plus de bretzels au chocolat. Oui, alors j'ai eu tendance à goûter ça hier soir quand nous étions à Saint-Avold avec un petit peu de pâte à tartiner sur le bretzel, ça passe très bien aussi, alors c'est une matière un peu plus sucrée. Parce qu'il y a bretzel et bretzel, nous on connaît les bretzels avant de apéro, gâteau apéritif. Et là maintenant les bretzels, par contre ici on les déguste avec un peu plus d'épaisseur, servi chaud, avec du sel et d'autres condiments dessus. On peut faire plein de préparations autour de la bretzel. Et puis depuis quelques temps on fait également des bretzels aux saveurs à la gueule mexicaine, italienne. Donc voilà, la bretzel... Le bretzel mexicain. Voilà. Et donc on retrouve ça où? Alors du coup vous êtes implanté ici à Reichshofen, c'est la maison mère est ici? Juste à côté, on a une belle boutique aussi où si vous êtes encore de passage ou vous restez quelques jours, vous pouvez venir voir comment se fabriquent les bretzels. On a un espace de visite qui s'appelle la fabrique à bretzel. D'accord. On accueille les visiteurs et on peut voir en direct comment se fabriquent les bretzels. Et c'est ouvert de quelle heure à quelle heure, tous les jours de la semaine? Alors c'est ouvert pendant les vacances scolaires justement, du lundi au samedi de 10h à 18h pour la visite et le dimanche de 14h à 18h. Bon, bah là, je vais avoir un sacré truc à faire quand je vais revenir à Reichshofen, entre le boulanger, le bretzel, la distillerie et compagnie. Et là, maintenant, on accueille aussi à côté. J'ai oublié votre nom et comme j'ai beaucoup d'invités qui viennent pas toujours à l'heure, ils sont à l'heure, mais je les ai dans le désordre. Donc c'est pas facile pour moi. Vous les connaissez, monsieur le maire. Donc présentez-nous la personne qui se trouve en face de nous pour pas que je fasse d'erreur. La personne en face de nous, c'est Madame Paul Gaël, qui est exposante et qui travaille le cuir au marché, exposante au marché de Noël, mais pas que le marché de Noël, puisqu'elle présente aussi à d'autres manifestations. Et donc je lui laisse la place pour présenter son activité, le pourquoi du comment. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre prénom? Moi j'aime bien appeler les gens par leur prénom. Gaël. Enchanté Gaël. Donc vous travaillez le cuir. Voilà, je suis senior dans le cuir. Ok, et comment vous cette passion et pourquoi dans cette région? Et c'est cuir qui vient de quel animal? Alors c'est principalement le cuir des vaches. Ok. Et je me fournis principalement dans les tanneries françaises et allemandes, pas très loin. Et comment c'est venu tout ça? En fait j'ai toujours été une petite château et au final un jour j'ai fait un stage dans le Jura avec un médiéviste. Qu'est-ce que c'est qu'un médiéviste? Parce qu'on fait des marchés médiévaux. D'accord. Donc il vous a transmis une passion. Donc j'ai essayé, donc ça m'a donné l'opportunité de tester ces outils, de tester la matière, on m'a appris des choses. Ça a duré 5 jours et quand je suis sorti de là, je me suis dit bah c'est ça. Et votre spécialité, c'est quoi? C'est le vêtement? C'est la restauration de meubles? Non, je sais pas du tout. Donc du coup, maroquinière, ça va vraiment toucher tout ce qui est ceinture, sac, petit maroquinerie, porte-monnaie, portefeuille, tout ce qui est objet visuel, fabriqué. Moi, c'est pas important. Avec moi, vous ne risquez pas de me vendre un portefeuille, j'en ai jamais. Non, c'est un peu cher. Il y a beaucoup de métiers liés au cuir. Ça vient souvent, on fait des bottes, on fait des fauteuils, mais ça, c'est encore un autre métier. C'est comme un ébéniste, un charpentier, on travaille tous les deux le bois, mais pas de la même façon. Bien sûr. Et vous êtes implanté dans la région aussi? Alors, moi, du coup, je suis à Maisenthal. Maisenthal, ouais, je connais très bien Maisenthal, hein. C'est à côté d'ici? Non. Alors, du coup, c'est dans les Vosges-Nord, dans le pays de Beach, qui est en fait la Lorraine de l'autre côté. Pas très loin, c'est à peu près
doit avoir 5 minutes d'ici, une petite demi-heure d'ici. Voilà. C'est très connu pour les boules en verre de Noël. Ah oui, mais si, on m'a offert ça la dernière fois que j'étais. Effectivement. Vous venez dans la région, forcément quelqu'un qui va vous offrir un truc en verre. Oui, il y a une. Je me rappelle plus de la ville où j'étais, mais effectivement, on m'a offert un endroit où sont fabriqués d'ailleurs ces boules en verre de Noël. Bon, il y a plein de choses qui se passent dans la région, dans l'Alsace en fait. Vous n'êtes pas la seul artisan qui est sur le marché de Noël chez nous. Il y a aussi celui des mines du Hansbourg, qui est des choses merveilleuses avec des morceaux de tronc de bois, etc. Il y a notre vanier sur la terre qui vient également de Mazetta, de l'Artuquer. Voilà. Donc, sur le marché de Noël, il y a effectivement des artisans et des artistes de la proche région qui nous permettent de développer, de présenter beaucoup de savoir-faire. Et toi, c'est une des richesses du parc naturel de l'Épinot, puisque c'est une ville dont je parle, surtout dans le parc naturel. Et vous, pourquoi avoir choisi le marché de Noël de Reichshoffen pour venir, vous préférez venir ici que d'aller à Strasbourg ou ailleurs? Il y a quoi, c'est un marché de Noël qui, pour vous, vous parle plus? Oui, beaucoup plus, parce que du coup, il y a effectivement les grandes villes comme Strasbourg, ou même Lyon, plus proche de nous, mais c'est pas du tout les mêmes. En fait, à Strasbourg, c'est un très très beau cadre, et il y a très peu d'artisans. Et moi, je préfère travailler sur les marchés dans des plus petits villages, plus petites villes. Oui, si on vous considérez comme un artisan. Voilà. Oui, du coup, il y a beaucoup plus de gens qui vont fabriquer, et pas du tout importer ou revendre. Oui, il y a le business et puis il y a le savoir-faire après. C'est ça. Ah, alors vous me laissez les pretzels, c'est ça? C'est bien, comme ça, quand j'ai fait quelques échantillons. Quand je remonterai sur Paris, il y a même un pretzel au chocolat, ça me manque. Bon, bah super. Oui, merci beaucoup, parce qu'on a encore plein d'invités qui débarquent. Je sais qu'il y a le hockey sur glace qui doit aussi nous faire son petit rapport. Alors on va peut-être... Juste à côté de monsieur le maire, on doit avoir les jeunes patineurs. Ils sont arrivés. Ils étaient avec nous là il y a quelques instants, mais ils sont, je pense, partis soit s'échauffer ou mettre ses patins au pied. Donc est-ce qu'on peut faire le point hockey maintenant avant d'accueillir... On va y aller directement à l'époque parce qu'on a un petit retour à faire sur la Coupe de France. Quand même, il s'est passé des belles choses, on arrive en demi-finale. Est-ce que Titi est avec nous? Ouais, je suis là, vous m'entendez? On t'entend très très bien, donc je te laisse dans les mains, dans les bras de Xavier de Bernis, mais ça ira pas plus loin, hein, sinon c'est un coup de manche de hockey qui vous attend. Allez-y les garçons. Pour rassurer Alain, que j'appelle Monsieur White, qui paye bien, on a encore un truc pas parce que le saut au pays derrière, il réussit encore parfaitement bien, j'ai vu ça vendredi soir à Beauvais. Oui, je te remercie d'être venu, hein, parce que j'étais un peu vexé que tu ne sois pas venu à Amiens, hein, au Coliseum, parce que tu avais des obligations hockey sur place. Mais en tous les cas, là, je crois qu'avec les 6-0 des Gothiques, tu vas pas être un peu malade, non? Tout va bien, tout va bien. Je me suis soigné avec la fille du marchand de sable. Ah bah voilà, c'est très bien. Allez. Tiens, Thierry, j'ai une histoire pour toi. Tu sais que... Non, mais c'est très dur. Tu sais que c'est dur de conduire des voitures dans le nord de la France, car on n'arrête pas de tirer. Et donc comment se passe la collaboration? Quel est votre rôle vous, dans l'Alsace-Souris? Moi je m'occupe de tout ce qui est avec client, de tout ce qui est conseiller client et aussi la produit. Et la communication, c'est une très forte en communication. Et c'est une seule boutique, c'est combien de mètres carrés en fait que vous avez à disposition? Oui, on a une boutique, en fait c'est une ancienne boulangerie qui malheureusement a fermé il y a quelques années. Donc on a récupéré ces locaux, ils étaient déjà très beaux comme ils étaient, on les a bien remis en état et on en a fait une belle boutique. Et c'est vrai que l'arrière-cuisine, on va dire, s'y prêtait bien pour faire des tartes flambées. Donc c'est des logos qui correspondaient très bien à notre activité. Et du coup, on en a fait une belle boutique, et c'est vrai que maintenant, on fait vivre tout ça, et à travers tous ces produits. Et c'est vrai qu'Hélène s'occupe beaucoup de cette équipe de communication réseau aussi, donc qui est très important aussi aujourd'hui pour se faire connaître. Tout ce que vous faites est important en tous les cas. Merci d'avoir été avec nous. Malheureusement, dans moins d'une minute, j'ai l'émission qui va toucher à sa fin, donc je vais recevoir encore une commerçante qui devait être avec nous
qui expose donc et qui travaille de la laine feutrée, mais malheureusement j'ai plus le temps de vous faire parler à part, après l'émission, pour vous faire parler pour que tous les gens qui sont ici en direct nous écoutent. Hubert Wagner, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui sur Reichshofen. Longue vie à cette patinoire qui va sans cesse se développer encore plus, avec encore plus d'espace. Et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci. En tout cas, toute la ville de Reichshofen. Merci et puis belle fête à tous les auditeurs de Ice Radio, on vous souhaite aussi à tous un joyeux Noël et surtout un bon réveillon pour ce soir. La bise, salut. Voilà, trop tard Alain, c'est mort. Ah c'est dommage, j'avais une bonne info sur un combat, tu sais, comme d'abord les combats. On va faire parler donc une personne qui ne sera pas passée à l'antenne malheureusement, parce qu'on a eu plein de monde, j'ai même les petits jeunes qui vont venir sur la glace dans quelques instants, qui sont en train de s'échauffer. Vous devez parler avec nous, donc on accueille 3 minutes supplémentaires, mais on n'est plus en direct sur la radio, mais au moins ça fera connaître votre activité à tous les passants, tous les gens qui sont là de Reichshofen. Alors vous, je regarde votre nom, c'est Josiane, voilà, Josiane qui travaille la laine. Je travaille la laine cardée. Voilà, je vous ai remis au micro. Je travaille la laine cardée et j'ai toujours eu la passion des oiseaux. Du coup, je crée des oiseaux en laine cardée. Voilà, avec de très belles matières, l'élance, l'alpaga, le lama lustré. Il y a des laines qui sont plus difficiles à travailler que d'autres. Oui, voilà, moi j'ai choisi de travailler des laines nobles, des laines qui se sculptent. Alors regardez, je ne sais pas si on nous voit encore là, regardez. Voilà le genre de produit que Josiane fabrique. Alors c'est de la fabrication artisanale, c'est vos mains. Combien de temps on met pour faire un oiseau pareil? Aujourd'hui, je mets 2h30. Ah oui, quand même. Je mets 2h30 pour créer ces petits oiseaux. Et à l'intérieur, il y a quoi? C'est uniquement la matière noble, uniquement donc du mérinos, de l'alpaga. C'est en plus, c'est vachement doux. Et oui, la laine, c'est quelque chose de magique. On devient des enfants. C'est très doux, pourtant ça se sculpte. Voilà. Ah oui, comment on fait là pour sculpter ça? Parce qu'il n'y a même pas de cousu. C'est pas cousu, ce sont des petites aiguilles, des petits harpons. Et le fait de piquer la matière, je la carde et la matière devient dure, solide. En tout cas, c'est très joli. Et je crois que vous m'avez aussi, parce que tout à l'heure je suis passé sur votre stand, et donc ça s'appelle, comment on appelle ça? Un piou-piou. Voilà, regardez le piou-piou, c'est magique, c'est très joli. Vous savez quoi, mais j'ai ramené à la maison, je vais le mettre sur mon sapin pour cette année. Voilà. Un petit piou-piou. Donc, on rappelle que Josiane est installée donc, avec tous les autres exposants vers les chalets du côté du marché de Noël. Le chalet 22, si vous avez encore envie de venir. C'est pas 22 de la Netflix, c'est 22 de la Josiane. Alors on a un jeune patineur, là, Victor, qui... alors évidemment, malheureusement, Victor, tu ne seras pas diffusé à l'antenne, mais en tous les cas, ça va permettre de discuter 2 minutes avec toi pour rappeler aux gens justement qu'est-ce qui va se passer sur cette patinoire là dans quelques instants, puisque des jeunes prodiges du club de Strasbourg ont eu la gentillesse de venir pour patiner. J'imagine que tu viens de découvrir la taille de la piste. Alors qu'est-ce que ça fait de voir une piste, certes elle est glacée, c'est pas du synthétique, c'est pas du roller, on a une vraie glace, mais la surface est assez petite. Comment tu vas anticiper en fait le petit passage sur glace que tu vas faire tout à l'heure? Alors même avec la taille de la piste qui est assez petite, on va adapter notre programme qu'on fait habituellement en compétition, mais on ne fera pas tous les sauts forcément qu'on fera en compétition, et on privilégiera les pas au niveau de l'artistique, mais on ne pourra pas faire les figures qu'on fait habituellement. Bah oui, j'imagine, c'est ce que j'ai dit à M. Bert quand je suis arrivé tout à l'heure, il s'attendait à ce que je puisse faire le saut périlleux arrière. Là, il va falloir étendre un petit peu les barrières, surtout qu'avec mes 2 prothèses de hanche, j'ai normalement l'interdiction d'être sur la glace, mais j'ai pas écouté le médecin. Toi, Victor, c'est Victor Duchesne, 4e au championnat de France novice, 15 ans, en dessous de 15 ans, c'est ça, hein. Et donc, tu es inscrit au collectif 2024 de ton club. Alors l'année dernière, j'ai eu la chance d'être pris à un stage national
qu'organise la fédération. Et donc, suite à ce stage, on a été inscrit sur les listes du collectif 2034. Ah bah 2034, après 2030 en fait. Oui, oui. C'est qu'on a les jeux en 2030, il n'y a pas une horizon 2030 pour toi? Moi je ne pense pas, parce que je pense que nous c'était, parmi moi en tout cas, ce que j'avais compris c'est que c'était 2034. D'accord, c'est dans le dispositif. Bon, de toute façon c'est pas grave, ce qui est important c'est d'être dans un dispositif qui peut te motiver pour aller jusqu'à une prochaine Olympiade en fait. Bon, et là le programme que tu vas faire aujourd'hui, c'est sur quel thème? Alors moi je patine sur la musique de Teddy Swing, Loose Control. Et donc là je vais faire le programme long que je fais. Monsieur le maire connaît très bien Loose Control. Hein. Non mais c'est un maire moderne, hein, fais gaffe. Bon, en tout cas on va te laisser, t'as déjà, je crois, non t'as pas encore les patins en pied, mais on va vous laisser vous échauffer et mettre les patins. Moi de même, et puis on va faire une seule petite animation là pour tout le public qui est venu en masse assister à cela. Donc forcément il y aura très peu de choses à dire, enfin très peu de choses à faire me concernant, mais j'ai dit que je restais et que j'animais la partie prestation glace. Et puis après, retour sur Paris pour ma part. Donc on va faire des photos, et puis je pense que les gens seront contents de ce qu'ils auront vu sur la patinoire de Reichshofen. Alors après, il faut juste que j'ai une petite source pour pouvoir lire de la musique proche de la patinoire pour envoyer les programmes des jeunes talents ici présents. On prendra la source. Je pense qu'il va pouvoir me tirer le câble jusque là-bas. Merci Victor, on se retrouve dans moins de 10 minutes sur la patinoire. Allez, bravo déjà à ces jeunes qui nous ont rejoints. Je remercie l'ensemble des personnes qui sont intervenues pour cette émission. Je remercie Philippe d'avoir donné votre Reichshofen. Et j'ai l'impression qu'il reviendra aussitôt pour plein de choses, parce que les papilles, c'est quelque chose d'important. Merci. Oui, je parlais de Maïté tout à l'heure qui nous a fait la cuisine des mousquetaires, qui nous faisait prendre conscience qu'en France on avait quand même de la bonne bouffe et qu'on est bien mangé. Ma mère est normande, donc la nourriture, la crème fraîche, ça nous connaît bien avec un père italien, donc forcément la bouffe, j'aime bien ça. Effectivement, je reviendrai hors travail, on va dire entre guillemets, pour pouvoir profiter pleinement de cette belle ville. Merci Hubert Walter de m'avoir accueilli si gentiment aujourd'hui à Reichshofen, et puis on va aller faire un petit tour sur la patinoire monstrueuse de taille olympique. Allez, c'est parti mesdames et messieurs, merci de votre écoute, merci d'avoir été avec nous tout cet après-midi, et puis vous pouvez retrouver donc le podcast de cette émission et la écouter en direct sur iceradio.com ce mardi de 18h à 20h. Allez, à tout de suite. Alors.